d'un oncle qui attaque son propre frère pour avoir tué son fils, à une sœur en deuil qui panique au tribunal. Un détenu donne à un prédateur condamné un avant-goût de ce que sera la prison. Tous ces hommes ont une chose en commun. Ce sont des prédateurs et ils sont sur le point d'être contrôlés par la justice. Tout d'abord, nous nous rendons au palais de justice du comté de Gibson, dans l'Indiana, où la justice a été rendue dans une affaire qui a attiré l'attention de la communauté et au-delà. Quinn Boss, qui n'avait que 23 ans, s'apprêtait à recevoir sa sentence pour la mort de son fils Parker. Mais alors qu'il sort du tribunal, il est bientôt frappé par quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Alors que Boss était escorté hors de la salle d'audience, menotté, son frère, accablé de chagrin et de colère, s'est précipité sur lui et lui a asséné un coup de poing au visage. Les huissiers du tribunal sont rapidement intervenus, séparant les deux et maîtrisant le frère de Boss, qui a ensuite été plaqué au sol. Malgré les menottes autour de sa taille, Boss a réussi à rester debout et a été rapidement emmené par des officiers de justice. L'altercation ne s'est pas arrêtée là. Le frère de Boss a été arrêté sur le champ pour son emportement. Il a été menotté et escorté dans les escaliers du palais de justice. Alors qu'il était emmené, il a répété aux officiers « Je ne vous résiste pas ». La tragédie qui a conduit à cette confrontation devant le tribunal a commencé au mois de mai précédent, lorsque Parker a été trouvé sans réaction et transporté d'urgence à l'hôpital. Bien qu'il ait été transporté par avion dans un autre établissement pour y recevoir des soins avancés, les médecins n'ont pas réussi à le ranimer. Bose a d'abord prétendu que la mort de Parker était un accident. Des photos de moments heureux montrent Parker et son père ensemble avant l'incident tragique. Le contraste saisissant entre ces images et la sombre réalité de la salle d'audience souligne l'impact émotionnel profond sur la famille. Parfois, ce ne sont pas seulement les membres de la famille qui attaquent les prédateurs au tribunal, mais aussi d'autres détenus. Notre prochain prédateur a eu un avant-goût de ce que sera la prison pour des gens comme lui. Lors d'une scène dramatique au tribunal de Dover, dans le New Hampshire, un délinquant sexuel condamné a été attaqué par un autre prisonnier quelques minutes seulement après avoir reçu sa sentence. L'incident, qui s'est produit dans l'après-midi, a été filmé. Christopher Elwell, reconnu coupable d'agression sexuelle sur une fillette de 4 ans, a été condamné à une peine de 7 ans et demi à 15 ans de prison. L'agression avait eu lieu les 24 et 25 juin dans une maison de Dover où Elwell séjournait. À cette époque, une fillette de 9 ans et une autre de 4 ans étaient également présentes dans la maison. Alors qu'Elwell s'asseyait après avoir entendu sa sentence, Josiah Davis, un autre prisonnier en attente d'un procès, s'est approché de lui. Davis, qui comparaissait devant le tribunal pour violation de la probation, lui a soudain asséné plusieurs coups de tête. Davis, qui était enchaîné à ce moment-là, ne connaissait pas Elwell personnellement. Les autorités pensent que quelque chose dans l'affaire Elwell a déclenché la réaction violente de Davis. L'assistante du procureur du comté de Strafford, Emily Conant, a fourni des détails sur l'affaire, indiquant que la jeune victime et d'autres personnes avaient reçu des vidéos d'Elwell montrant des actes sexuels similaires à ceux qu'il avait commis. Bien que M. Elwell ait d'abord nié les accusations, il les a reconnus devant le tribunal et a également plaidé coupable de ne pas s'être enregistré comme délinquant sexuel, une obligation découlant d'une condamnation antérieure en 2008. Ce manquement a aggravé ses démêlés avec la justice. La mère de la victime a exprimé sa conviction qu'Elwell représente une menace permanente pour les jeunes filles et aurait préféré qu'il soit condamné à une peine plus longue. Le juge, apparemment réticent à accepter la négociation de peine, a reconnu que cela épargnerait à la jeune victime le traumatisme de témoigner devant le tribunal et de revivre l'agression. À sa sortie de prison, il lui sera interdit d'avoir des contacts non surveillés avec des mineurs, ce qui fait partie des conditions de sa condamnation. L'agression d'Elwell par Davis a immédiatement fait l'objet d'une enquête par le bureau du shérif du comté de Strafford. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer plafonné, Davis a reçu une peine allant de 2,5 à 6 ans de prison pour ses différents chefs d'accusation, selon l'assistante du procureur du comté, Emily Garrod. Un plaidoyer plafonné signifie que le défendeur plaide coupable, avec l'assurance que le juge n'imposera pas une peine dépassant une durée ou une fourchette maximale prédéterminée. Cet incident choquant souligne les émotions intenses et les réactions volatiles que les cas d'agression sexuelle sur des mineurs peuvent provoquer, même parmi les autres détenus. Le cas suivant montre un instant où les membres de la famille en ont assez d'être la victime. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Milwaukee, dans le Wisconsin, où Jeffrey Dahmer comparaît devant le juge Lawrence Graham. Jeffrey Dahmer est accusé de 2 meurtres au premier degré et de 13 homicides volontaires pour des meurtres en série commis à Milwaukee. Les victimes de Dahmer étaient principalement des adolescents et des jeunes hommes âgés de 14 à 31 ans. Il s'est attaqué à leur vulnérabilité, ciblant souvent ceux qui étaient marginalisés ou dans des situations désespérées.
Parmi les plus jeunes de ces victimes figure Konerak Sintasomphone, un jeune Laotien de 14 ans que Dahmer a attiré en lui promettant de l'argent et de l'amitié. Une autre victime est Errol Lindsay, 19 ans, dont le destin tragique a été rendu public par l'émotion de sa sœur, Rita Isbell, lors du procès de Dahmer. Errol Lindsay n'avait que 19 ans lorsqu'il est devenu l'une des 17 victimes de Dahmer, assassiné entre 1978 et 1991. Lors de l'audience de condamnation de Dahmer à Milwaukee, dans le Wisconsin, la déclaration puissante et déchirante de Rita Isbell a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui en ont été témoins. Rita a commencé sa déposition calmement, mais a rapidement perdu le contrôle, sa colère et son chagrin explosant. Elle a foncé vers Dahmer en criant « La salle d'audience a été stupéfaite par ce qui s'est passé ensuite ». Lors d'une interview en 1992, Rita a expliqué que son accès de colère n'était pas seulement pour elle, mais pour toute sa famille. « Ils ont tous dû s'asseoir là et se retenir », a-t-elle déclaré. « Ce qu'il a vu de moi, c'est ce qu'Errol aurait fait. La seule différence, c'est qu'Errol aurait sauté par-dessus cette table. » Errol Lindsay a disparu du centre commercial Grand Avenue, dans le centre de Milwaukee. Il a été attiré dans l'appartement de Dahmer, où il a été soumis à d'horribles expériences. L'intention de Dahmer était de créer un état de soumission permanent chez ses victimes. Lindsay s'est brièvement réveillé au cours de ces expériences, avant d'être drogué et finalement tué. Les méthodes macabres de Dahmer ne s'arrêtent pas au meurtre. Il a décapité Lindsay, conservé son crâne et tenté de préserver sa peau. Tracey Edwards, l'une de ses victimes, a pu s'échapper et a porté des accusations accablantes contre Jeffrey devant le tribunal. Puis, soulignant la gravité de ses crimes, il a fait cette demande. Le juge a ensuite prononcé sa sentence. Jeffrey Dahmer a été condamné à 15 peines consécutives de prison à vie le 17 février 1992. Dahmer a ensuite été tué par un codétenu, Christopher Scarver, le 28 novembre 1994, alors qu'il purgeait sa peine à la Columbia Correctional Institution de Portage, dans le Wisconsin. Nous nous rendons ensuite à Daytona Beach, en Floride, où un jeune homme de 18 ans, battu et violenté, comparaît devant la juge Leah Case. Raymond Frolander a été condamné à 25 ans de prison pour attouchement obscène et lascif sur un garçon de 11 ans. Cette condamnation fait suite à un incident qui a fait la une des journaux internationaux lorsque le père du garçon a pris Frolander en flagrant délit et l'a sévèrement battu. Lorsqu'il a comparu devant le tribunal, il est apparu comme ceci. Contusionné et battu. Sa photo d'identité judiciaire était encore pire. Frolander a plaidé la non-contestation des accusations, qui aurait pu entraîner une peine de prison à vie. Le juge Leah Case a prononcé la peine de 25 ans dans le cadre d'un accord de plaidoyer. À sa libération, Frolander sera enregistré comme prédateur sexuel et sera soumis à une probation pour délinquance sexuelle avec surveillance électronique pour le reste de sa vie. Debout devant le juge, vêtu d'une combinaison de prison orange, Frolander a répondu aux questions par un « oui madame » calme et n'a manifesté aucune émotion au moment de plaider sa cause. Il est détenu sans caution depuis l'incident du 18 juillet. Le père du garçon, qui, au moment de la condamnation, était protégé pour protéger la victime, était présent dans la salle d'audience, de même que la grand-mère du garçon et d'autres membres de la famille. Ils ont choisi de ne pas témoigner. Après l'audience, le père a fait une brève déclaration aux journalistes, disant ce qui suit avant de s'éloigner. Le père avait d'abord fait la une des journaux, lorsqu'il avait appelé le 911, après avoir découvert que Frolander abusait de son fils. Il a dit au répartiteur, lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait d'une arme, il a répondu « Mon pied et mon poing ». Frolander a été assommé et traîné dans le salon en attendant l'arrivée de la police. Aucune charge n'a été retenue contre le père pour ces actes. La grand-mère de l'enfant a exprimé son soulagement après la condamnation, déclarant qu'elle voulait simplement que justice soit rendue à son petit-fils. Elle a précisé que le garçon était désormais scolarisé à domicile et qu'il se portait bien, ayant suivi une thérapie pour l'aider à se remettre du traumatisme subi. Malgré la trahison de Frolander, qui était proche de la famille, la grand-mère a déclaré qu'elle lui avait pardonné, invoquant sa foi chrétienne. La famille a accepté l'accord pour épargner au garçon l'épreuve d'un procès. À l'avenir, la famille espère plaider en faveur de peines obligatoires plus sévères pour les délinquants sexuels, afin que la justice soit rendue et que d'autres familles soient protégées contre des expériences similaires. Les enquêteurs de Daytona Beach ont confirmé que Frolander avait avoué l'agression, ce qui a permis de clore un chapitre profondément douloureux pour la famille. Ensuite, nous nous rendrons au palais de justice du comté de McLennan, au Texas. Au tribunal, Forster est accusé de cambriolage, d'intention d'attenter à la pudeur d'un enfant et d'attentat à la pudeur d'un enfant par contact. Les circonstances qui l'ont conduit devant le tribunal sont choquantes. Brandon Moore et sa femme Leon étaient désespérés après avoir signalé que leur fille Maddie était abusée par leur ami Sean Forster. Ce dernier abusait de Maddie depuis l'âge de 9 ans, allant même jusqu'à la surprendre
pendant qu'elle prenait sa douche. L'attente de la police étant insupportable, Brandon a mis au point un plan pour prendre Foster en flagrant délit. Lorsqu'ils ont su ce qui se passait, Brandon et Léon ont été habités par de sombres pensées. Léon rêvait d'infliger de la douleur à Foster, tandis que Brandon envisageait de le tuer, mais réalisait que les conséquences seraient dévastatrices pour sa famille. Au lieu de cela, l'ancien marine titulaire d'un doctorat a décidé de tendre un piège. Maddie, qui travaillait à temps partiel pour l'entreprise de construction de piscines de Foster, lui envoyait régulièrement des messages. Brandon a envoyé un message depuis le téléphone de Maddie, en se faisant passer pour elle, disant qu'elle serait prête à travailler après une douche. Une fois le piège mis en place, Brandon a verrouillé la porte d'entrée, mis la douche en marche et attendu pendant que Léon surveillait à distance. Dès que Foster est entré dans la maison, Léon a appelé le 911. Brandon a enregistré la confrontation sur son téléphone. Foster a ouvert le rideau de douche et a trouvé Brandon en train d'attendre. Rempli de rage, Brandon a attaqué Foster, le battant et l'étouffant. La police est arrivée et a arrêté Foster, qui a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont cambriolage et attentat à la pudeur d'un enfant. Sa caution a été fixée à un demi-million de dollars. Malgré la gravité des accusations, Foster a été libéré sous caution et a rejeté un accord qui lui aurait valu 20 ans de prison, optant plutôt pour un procès avec jury. Les idées de vengeance de Brandon ont refait surface au fur et à mesure que la procédure judiciaire s'éternisait. Au cours du procès, l'accusation a présenté l'enregistrement audio de la confrontation, qui a joué un rôle crucial en illustrant l'intention de Foster. Maddie a également témoigné contre Foster, le confrontant au tribunal et réaffirmant sa culpabilité. Le jury a reconnu Foster coupable de plusieurs chefs d'accusation. Il a été condamné à 55 ans de prison, une peine qui a rendu justice à Maddie et à sa famille. Brandon n'a fait l'objet d'aucune inculpation pour le passage à tabac, ce qui a soulagé la famille Moore et lui a donné un sentiment de revanche. Maddie s'est déclarée satisfaite de l'issue du procès, tout en souhaitant des peines encore plus sévères pour de tels crimes. Cette affaire a mis en évidence l'équilibre délicat entre la recherche de la justice et le respect de la loi, comme l'ont expliqué les experts juridiques qui ont mis en garde contre le vigilantisme. Nous avons une autre histoire de justicier pour vous. Mais cette fois, elle vient du dernier endroit où l'on s'attendrait à ce qu'elle vienne, la prison. Nous sommes dans le comté de Saginaw, dans le Michigan, où Steven Sandison, 51 ans, se retrouve face à face avec le juge principal, Fred L. Borchard. Steven plaide coupable pour le meurtre au second degré de Theodore Dyer, un délinquant sexuel condamné, et de son colocataire dans l'établissement pénitentiaire. Steven Sandison, qui purge déjà une peine de prison à vie pour le meurtre de sa petite amie en 1991, se retrouve à partager une cellule avec Theodore Dyer. Dyer a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans. Cette infraction est classée comme conduite sexuelle criminelle au premier degré, ce qui est l'un des chefs d'accusation les plus sévères pour les crimes sexuels dans le Michigan. Elle implique une pénétration sexuelle et est assortie d'une peine minimale obligatoire en raison de l'âge de la victime. Les actes criminels de Dyer l'ont placé parmi la population carcérale, qui est souvent prise pour cible par les autres détenus en raison de la nature de leurs crimes. Au sein de la hiérarchie carcérale, les personnes condamnées pour des crimes contre des enfants sont souvent victimes de violences et de harcèlement supplémentaires. Ce contexte est essentiel pour comprendre pourquoi son compagnon de cellule, Steven Sandison, l'a pris pour cible. Dans une confession saisissante faite aux sergents-détectives Gary Thomas et Patrick Darrow de la police de l'État du Michigan, Sandison brosse un tableau saisissant des événements qui ont précédé et suivi la mort de Dyer. Il admet avoir étranglé Dyer avec ses propres lacets de chaussures, 12 heures seulement après l'acte horrible. Les mots glaçants de Sandison donnent un aperçu de son état d'esprit, révélant un homme animé par un sens tordu de la justice. Au cours de l'interrogatoire, Sandison ne se retient pas. Il affirme que Dyer méritait de mourir pour les crimes odieux qu'il a commis contre des enfants. Avec un comportement inébranlable, Sandison explique ses actes, ne montrant aucun remords pour ses actions. Dans une vidéo obtenue par The Saginaw News, Sandison explique ses motivations. Il exprime son mépris pour ceux qui commettent un acte aussi impardonnable, suggérant que certains crimes méritent le châtiment ultime. Pour Sandison, il était nécessaire de prendre les choses en main lorsque le système judiciaire n'était pas à la hauteur. Lorsque l'histoire de ses actions a été diffusée sur les médias sociaux, les gens l'ont encouragé et l'ont même cité comme un héros. Mais Sandison a démenti ses propos. Ces propos font écho à un sentiment partagé par de nombreuses personnes, la croyance œil pour œil. Mais où se situe la limite entre la justice et l'autodéfense? Alors que Steven Sandison a tué un agresseur pour avoir agressé quelqu'un d'autre, la personne suivante a tué son agresseur lorsqu'elle est devenue adulte. Enfin, nous nous rendons à la Cour supérieure du comté de Sussex, où Clark Fredericks plaide coupable d'homicide involontaire par passion-provocation, un crime du 2e degré. Qu'est-ce qui l'a conduit ici? Il a tué son agresseur.
Le 12 juin 2012, Clark Fredericks a confronté Dennis Pegg, un homme de 68 ans qui était un ami proche de la famille et un chef scout. Pegg avait également travaillé comme agent pénitentiaire dans le comté de Sussex. Clark Fredericks accuse Dennis Pegg d'avoir abusé sexuellement de lui lorsqu'il avait entre 8 et 12 ans. Un secret que Fredericks avait gardé pendant des décennies. Fredericks avait gardé le silence sur les violences subies jusqu'à la nuit de l'incident, où, alors qu'il buvait de l'alcool et consommait de la cocaïne avec un ami, Robert Reynolds, il est passé aux aveux. Reynolds a suggéré de confronter Pegg, et dans les 40 minutes qui ont suivi, Pegg était mort après avoir été poignardé 30 fois. Au cours de sa déposition, il a également déclaré qu'il avait été provoqué par les récentes observations de Dennis avec un autre garçon de 13 ans. Le juge de la Cour supérieure, Thomas Critchley, qui présidait l'affaire, a condamné Fredericks à 5 ans de prison d'État pour homicide involontaire, passionnel, provocation, un crime du 2e degré. Bien qu'il ait été initialement inculpé de meurtre au 1er degré, les preuves des mauvais traitements infligés à Fredericks ont conduit à une réduction des charges. Je n'ai pas l'impression de condamner quelqu'un qui s'est engagé dans un mode de vie criminel. Ce qui lui est arrivé dans son enfance l'a fait craquer. Au cours de l'audience de détermination de la peine, qui a duré plus de 3 heures, toutes les parties se sont accordées sur la gravité des abus subis par Fredericks dans le passé. Le juge a reconnu les circonstances particulières, mais n'a pas voulu réduire davantage la peine. Malgré les détails poignants, le juge Critchley et le premier procureur adjoint du comté de Sussex, Gregory Mueller, ont insisté sur le fait que tuer n'est jamais une solution. Je ne recommande à personne de suivre mes pas. Aussi douloureux que cela puisse paraître, j'exhorte tout le monde à dénoncer les abus et à traduire leurs auteurs en justice par le biais du système judiciaire. L'affaire a également profondément affecté la famille de Pegg. Le procureur adjoint Mueller a lu une déclaration de leur part, reconnaissant la possibilité d'un acte répréhensible de la part de Pegg, mais condamnant les actions de Fredericks. Non seulement ils ont perdu un être cher, mais ils ont aussi perdu une mémoire. Au lieu de passer par les voies légales, Fredericks a choisi de mettre fin à la vie de Pegg de manière illégale. Le tribunal a entendu les psychologues des deux parties et a conclu que Fredericks avait agi sous l'effet d'une forte provocation due au mauvais traitement qu'il avait subi. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.